Programme de l'Université de Bordeaux 3. Cours de français de Monsieur Monteiller. Terminé en mai 1940, publié en 1942, en même temps que le mythe de Sisyphe, le roman L'étranger, le premier roman de Camus, premier roman publié, a pu sembler l'illustration contemporaine de ce mythe de Sisyphe en 1942. En fait, il l'est dans une certaine mesure. Camus n'écrivait-il pas dans ses carnets, à la date de janvier 1936, « On ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. » L'étranger est donc, en principe, un roman philosophique. En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées. En effet, le problème est apparu sous un éclairage nouveau quand fut publié en 1971 le premier essai romanesque de Camus, abandonné, La mort heureuse, à laquelle il travailla de 1935 à 1938, parallèlement à Nos et aux nouvelles de l'envers et l'endroit. Ce roman, largement autobiographique, évoquait les voyages en Europe centrale et en Italie, évoquait aussi l'expérience de la maladie. Le héros, Patrice Meursault, assassinait Zagreus, riche vieillard infirme, avec son consentement au moins de principe, s'emparait de sa fortune, menait une vie brillante et intense avant de mourir de tuberculose avec un sourire lucide et désespéré. Ce roman n'était pas, comme on serait tenté de le croire, sur la foi du simple nom, Meursault, commun à l'étranger et à la mort heureuse, ne serait pas le brouillon de l'étranger, malgré la similitude des noms. Meursault. Par un dépouillement significatif, le personnage n'est plus, dans l'étranger, un immoraliste conscient et dur qui conduit sa vie avec désinvolture et raffinement, mais une espèce d'ingénu qui subit la sienne entre routines et plaisirs également acceptés, jusqu'au jour où un meurtre non plus méthodique et parfait, comme dans La mort heureuse, mais encore résultat de circonstances subies, entraîne sa condamnation à mort. Ces deux personnages n'ont donc en commun que leur nom et ce qu'il implique par la réunion de mar et sol, mer et soleil, d'adhésion instinctive à la splendeur d'un monde qui, selon Camus, a été notre première joie et sera la dernière. Comment Camus est-il passé de La mort heureuse à l'étranger? On peut en suivre l'évolution à travers ses carnets. Deux réflexions semblent en effet avoir inspiré cette orientation. En août 1937, il écrit dans ses carnets « Un homme qui a cherché la vie là où on la met ordinairement, mariage, situation, etc., et qui s'aperçoit d'un coup, en lisant un catalogue de mode, combien il a été étranger à sa vie, la vie telle qu'elle est considérée dans les catalogues de mode. » On voit donc apparaître le thème de la prise de conscience brutale d'une distance entre les gestes tout mécaniques et la vraie vie, entre les conventions subies et le moi profond. Étranger, avouez que tout m'est étranger, écrit encore Camus dans ses carnets en 1940. D'autre part, en 1937, on voit apparaître le thème du condamné à mort. Condamné à mort qu'un prêtre vient visiter tous les jours à cause du cou tranché, les genoux qui plient, les lèvres qui voudraient former un nom, la folle poussée vers la terre pour se cacher dans un « mon Dieu », et chaque fois la résistance dans l'homme qui ne veut pas de cette facilité et qui veut mâcher toute sa peur. Il meurt sans une phrase, des larmes plein les yeux. Si on en ajoute à ces deux thèmes l'épisode de la vieille femme morte à l'asile de Marengo, on voit que dès 1938,
Camus dispose des éléments qui feront la trame d'un roman nouveau et lui donneront sa signification originale. Cette signification est avant tout inspirée par la composition très voulue, très concertée, révélatrice. Le roman comporte 2 parties sensiblement égales, la première de 6 chapitres, la seconde de 5. La première, c'est-à-dire la veillée funèbre, l'enterrement de la mère, le bain, le dimanche solitaire, la routine, la reprise des besognes et des plaisirs, c'est le temps de l'innocence heureuse au soleil, sans ombre, brusquement interrompu par les coups de revolver. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût, et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. La seconde partie, c'est-à-dire la prison, l'instruction du procès, le procès lui-même, l'entrevue avec l'aumônier, l'attente de la mort, c'est le temps de la culpabilité devant les hommes. Mais, outre cette première composition apparente et symétrique, on remarque d'une partie à l'autre des effets de rappel. Par exemple, les vieillards assis pour la veillée funèbre figurent un tribunal. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi, à dodeliner de la tête autour du concierge. J'ai eu un moment l'idée ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Et à l'intérieur de la première partie, la continuité est faite de la mort de la mère à la mort de l'arabe, par la pluie aveuglante du soleil, qui accable également la plaine où se hâte le cortège précédant finir avec une cérémonie sans recueillement, et la plage où Meursault tire sur l'arabe. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. Le plan de la vie innocente, le plan de la culpabilité, se rejoignent évidemment au tribunal. Dehors, c'est encore l'été, le même été en somme. En sortant du palais de justice, pour monter dans la voiture, j'ai reconnu un court instant l'odeur et la couleur du soir d'été. Dans l'obscurité de ma prison roulante, j'ai retrouvé un à un, comme du fond de ma fatigue, tous les bruits familiers d'une ville que j'aimais et d'une certaine heure où il m'arrivait de me sentir content. Le cri des vendeurs de journaux dans l'air déjà détendu, les derniers oiseaux dans le square, l'appel des marchands de sandwich, la plainte des tramways dans les hauts tournants de la ville et cette rumeur du ciel avant que la nuit bascule sur le port, tout cela recomposait pour moi un itinéraire d'aveugle que je connaissais bien avant d'entrer en prison. Oui, c'était l'heure où, il y avait bien longtemps, je me sentais content. Ce qui m'attendait alors, c'était toujours un sommeil léger et sans rêve, et pourtant, quelque chose était changé, puisque, avec l'attente du lendemain, c'est ma cellule que j'ai retrouvée, comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d'été pouvaient mener aussi bien aux prisons qu'aux sommeils innocents. Le même été voit donc et le crime et le procès. La saison continue, la comédie des hommes n'arrive pas à l'ébranler, car cet homme solitaire ne rencontre la société que pour ce procès. Jusqu'ici, il n'avait eu affaire qu'à des individus. Étrange monde en effet. C'est la première fois qu'il va au théâtre. Il feint de s'y intéresser d'abord, puisqu'il comprend qu'il s'agit de lui, mais s'étonne, devant cet étrange théâtre, de voir que tous les rôles ont été distribués et que le sien ne paraît pas prévu. C'est à peine s'il y a la légère place d'un figurant. Je crois bien que d'abord, je ne m'étais pas rendu compte
que tout ce monde se pressait pour me voir. D'habitude, les gens ne s'occupaient pas de ma personne. C'est donc la première fois qu'on va s'intéresser à lui. Mais à l'inverse, il a la bizarre impression d'être de trop, comme un intrus. Tout, en effet, semble aller de soi. Il n'a pas droit à la parole. Il voudrait parler, ou tout au moins il a l'impression d'avoir quelque chose à dire, mais aussitôt, par une espèce de débâcle, cette velléité s'évanouit. En fait, Meursault, jusqu'à ce tribunal, n'avait que deux jugements. Un jugement de réalité et un jugement de valeur. Cela ne veut rien dire, cela n'a aucune importance. Il le disait aussi bien de la cigarette fumée devant le cercueil que de l'amour qu'il éprouvait pour sa mère. Il avait peut-être, par moments, le sentiment vague de dire quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas convenu. Par exemple, à son patron, qui semble faire grise mine parce qu'il a l'excuse inattaquable d'aller enterrer sa mère, il répond « ce n'est pas ma faute ». Et il ajoute aussitôt « j'ai pensé que je n'aurais pas dû dire cela ». Plus loin, à l'hospice, quand le directeur lui propose de voir le corps de sa mère, il refuse et il ajoute « je sentais que je n'aurais pas dû dire cela ». Inversement, il est d'une spontanéité et d'une bonne foi totale. Quand le concierge l'accueille à Marengo et fait des réflexions sur les cadavres et que sa femme le fait taire, Meursault dit « je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant ». Au moment même d'enterrer sa mère, il reste parfaitement sensible à la belle journée qui l'entoure et dont il aurait pu profiter, mais il se souvient qu'il avait sa mère à enterrer. Il ne semble pas savoir, au début du procès, ce qu'il risque. Il compare les plaidoiries, la plaidoirie du procureur et la plaidoirie de son avocat, et il les trouve étrangement symétriques, servis par une gesticulation exactement équivalente, servie par des paroles interchangeables. Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on a beaucoup parlé de moi, et peut-être plus de moi que de mon crime. Étaient-elles si différentes d'ailleurs, ces plaidoiries? L'avocat levait les bras et plaidait coupable, mais avec excuse. Le procureur tendait les mains et dénonçait ma culpabilité, mais sans excuse. Une chose pourtant me gênait vaguement. Malgré mes préoccupations, j'étais parfois tenté d'intervenir, et mon avocat me disait alors « Taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire ». En quelque sorte, on avait l'air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait sans mon intervention. Mon sort se réglait sans qu'on prenne mon avis. De temps en temps, j'avais envie d'interrompre tout le monde et de dire « Mais tout de même, qui est l'accusé? C'est important d'être l'accusé, et j'ai quelque chose à dire. » Mais, réflexion faite, je n'avais rien à dire. Le voilà donc, cet homme solitaire, silencieux, à qui l'on tient vaguement rigueur d'un caractère renfermé et donc bizarre. Le voici jeté tout à coup, cet aphasique, dans le temple de la parole, dans un monde où la parole est tout. Et on prétend lui expliquer son acte. On prétend donner de sa vie incohérente, neutre, instinctive, une explication à la fois cohérente, logique, dont il apprécie parfaitement le caractère plausible. Ce qu'il disait était plausible, dira-t-il pendant le discours du procureur. Et inversement, il trouvera son avocat ridicule. Il est donc, cet homme étrange, de parfaite bonne foi,
Il reconnaît ce que l'avocat général dénonce comme exceptionnel, c'est-à-dire l'absence de regret. Et il avoue, en effet, qu'il ne connaissait pas le regret. Mais ce qui le frappe, c'est l'acharnement mis à dénoncer son crime et à obtenir la peine. Car c'est bien de cela, au fond, qu'il s'agit. Les deux définitions de lui-même qu'on lui propose, celle du procureur et celle de l'avocat, deux définitions symétriques, parfaitement logiques si l'on veut de l'intérieur, également fausses à ses yeux, ne se distinguent en fait que par ceci qui est tout de même capital, c'est que la première définition conduit à la mort et la seconde à l'acquittement. Il est parfaitement sensible à ce qu'il peut y avoir d'irréel dans toute cette comédie qui se joue devant lui et dont au bout d'un certain temps il perd de vue qu'il est à la fois le but et la victime. Moi, j'écoutais et j'entendais comme me jugeait intelligent, mais je ne comprenais pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes comme un coupable. Du moins, c'est cela qui me frappait, et je n'ai plus écouté le procureur jusqu'au moment où je l'ai entendu dire « A-t-il seulement exprimé des regrets ?» Jamais, messieurs. Pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. À ce moment, il s'est tourné vers moi et m'a désigné du doigt en continuant à m'accabler, sans qu'en réalité je comprenne bien pourquoi. Sans doute, je ne pouvais pas m'empêcher de reconnaître qu'il avait raison. Je ne regrettais pas beaucoup mon acte, mais tant d'acharnement m'étonnait. Et c'est ici qu'apparaît toute l'étrangeté de ce personnage, c'est que, broyé par cette comédie judiciaire, il garde un espoir de renouer une sorte de communication avec ces hommes définitivement séparés de lui. J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je n'avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. J'étais toujours pris par ce qui allait arriver, par aujourd'hui ou par demain. Mais naturellement, dans l'état où l'on m'avait mis, je ne pouvais parler à personne sur ce ton. Je n'avais pas le droit de me montrer affectueux, d'avoir de la bonne volonté. Et j'ai essayé d'écouter encore, parce que le procureur s'est mis à parler de mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé, messieurs les jurés. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme, et que rien d'humain, et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes, ne m'était accessible. Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manque. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en celle moins facile mais plus élevée de la justice, surtout lorsque le vide du cœur, tel qu'on le découvre chez cet homme, devient un gouffre où la société peut succomber. L'avocat essaye de répliquer en portant le débat aux mêmes hauteurs. Lui aussi se met à parler de l'âme. Mais tout de suite, Meursault se rend bien compte que tout ceci, au fond, n'est affaire que de talent et que, justement, son avocat a moins de talent. Je crois que j'étais déjà bien loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent que le procureur. Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme, mais contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose, et je puis dire que j'y ai lu à livre ouvert. Il y avait lu que j'étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qu'il employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. Je m'étonne, messieurs, a-t-il ajouté, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile, car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement, et j'ai senti que cela manquait de sa plaidoirie. Au bout d'un certain temps, tous ces arguments symétriques, toutes ces roueries, toutes ces éloquences perdues, servies par des envols de manches, finalement tout ceci lui donne une impression irrésistible d'irréalité. La vraie vie n'est pas là, la vie est au dehors. Mais à cause de toutes ces longues phrases,
de toutes ces journées et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j'ai eu l'impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige. À la fin, je me souviens seulement que dans la rue et à travers tout l'espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d'un marchand de glace a résonné jusqu'à moi. J'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies, des odeurs d'été, le quartier que j'aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je faisais d'inutile en ce lieu m'est alors remonté à la gorge, et je n'ai eu qu'une hâte, c'est qu'on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. Ce monde où se joue son sort lui est voilé par tout un brouillard verbal. Il ne comprend pas la plupart du temps de quoi il s'agit. Par exemple, lorsque le procureur fulmine contre sa maîtresse, il a du mal à comprendre qu'il s'agit de Marie. Pour moi, elle était Marie. Et surtout, quand on le condamne, le président m'a dit, dans une forme bizarre, que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Voilà un personnage par conséquent pauvre et nu, fort de ses seules chances terrestres, de ses seules joies immédiates, amoureux du soleil qui ne laisse pas d'ombre, dit Camus, broyé par toute une machine qui d'abord essaye de le convertir. C'est l'étrange mascarade à laquelle se livre le juge d'instruction, crucifix en main, et qui lui paraît tout à fait déraisonnable. Car Meursault irrite les gens qui ne sont pas si sûrs et qu'ils prétendent l'être de leur certitude. Il y a là un véritable chantage lorsque, par exemple, le juge d'instruction lui pose cette question « Voulez-vous que ma vie n'ait pas de sens ?» Meursault répond que ceci ne le regarde pas. Il échappe, par définition, à toute espèce de cadre tout fait. Il est rebelle à toutes les interprétations. Il résiste à toutes les synthèses établies, à toutes les vérités trop générales. Le juge lui dit par exemple « Tous les hommes croient en Dieu, même ceux qui se détournent de son visage. » Et l'aumônier, sur un ton plus émouvant, « Tous ceux que j'ai connus se retournaient vers lui. » Mais précisément, il n'est point prévu par ces vérités générales, et le seul moment où il en risque une, elle est véritablement très inopportune, c'est quand il dit à son avocat « Tous les êtres saints ont plus ou moins souhaité la mort de leurs parents. » Face au juge, il refuse l'aveu de la préméditation. Face à l'aumônier, il refuse l'aveu d'une espérance posthume. En fait, il n'entre ni dans la causalité, ni dans la finalité communément admise. La seule raison qu'il puisse articuler de son crime, c'était à cause du soleil, soulève l'hilarité du public et la réprobation de son avocat. Combien céleste l'ami, le restaurateur, le bistrot, est-il plus près de la vérité quand il répète « c'est un malheur ». En prison, Meursault nie la légitimité de la condamnation. Il nie le bien fondé d'une sentence rendue par des hommes qui changent de linge. Inaccessible au regret par nature, sa bonne foi, sa volonté devant le procureur n'arrivent point à convaincre. De même, son impossibilité d'éprouver à plus forte raison le moindre remords. Il constitue, par conséquent, l'exception gênante qui ruine les systèmes. Agacé et révolté par les certitudes de l'aumônier, il éclate. Il était si certain, n'est-ce pas? Et c'est la longue explosion, la première et la dernière, le seul moment où Meursault se met en colère et où il exprime ses seules raisons d'avoir été heureux et de le rester. J'avais raison, j'avais encore raison, j'avais toujours eu raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci, je n'avais pas fait cela. Je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après,
C'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors, dans des années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même, et avec moi, des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié, il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour, lui aussi on le condamnerait, qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Dans la préface à l'édition américaine de L'Étranger, en 1955, Camus, revenant sur son personnage, le définit ainsi. Il se borne à répondre aux questions, celles de la vie ou celles des hommes. C'est tout le problème. Ces réponses loyales déconcertent et deviennent à leur tour des questions embarrassantes. Finalement, la société tue en lui ce qui menace sa bonne conscience et la fragilité même de ses certitudes. C'est un homme, continue Camus, qui ne joue pas le jeu. En effet, il refuse de mentir. Or, mentir, ce n'est pas seulement dire ce qui n'est pas, c'est aussi, c'est surtout dire plus que ce qui est, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu'on ne sent. C'est toujours Camus qui écrit ceci. Et précisément, Meursault refuse le sentiment en face de Marie. Il refuse de lui dire qu'il l'aime. Il refuse au tribunal la comédie des remords et des regrets qui peut-être le sauverait. Il n'exprime finalement au juge d'instruction qu'un ennui d'avoir tué l'Arabe. D'une façon générale, c'est un être qui refuse le commentaire, qui refuse la littérature, qui refuse l'exploitation éloquente. C'est un homme qui ne parle pas pour éprouver. C'est un homme qui s'accommode fort bien d'un silence essentiel. Est-ce à dire que Meursault est un anormal, une espèce d'automate? Certes pas. Son étonnement, par exemple, devant la petite femme mécanique, c'est un vivant, au contraire, de bonne volonté, sans aucune espèce d'imagination. Et Camus conclut cette préface par une remarque à demi ironique, le seul Christ que nous méritions. En fait, c'est un homme qui a complètement éliminé de lui toute espèce de comédie. C'est un homme qui représente dans l'évolution de l'œuvre de Camus ce qu'on pourrait appeler la table rase, le degré zéro de cette marche vers une sainteté de la négation. C'est un homme qui rejoint à peu de choses près cette soif d'authenticité qu'exprimait par exemple Montaigne quand il disait « l'être véritable est le commencement d'une grande vertu ».